Mais ma probabilité d'aller chercher 9, elle va fondre comme neige au soleil. C'est encore du bon sens. Et votre schéma, il fonctionne autrement qu'en calcul? Ah bien sûr, il fonctionne, c'est fractal si vous voulez. Les smart investisseurs, vous les avez dans l'infiniment petit, dans l'infiniment moins petit et dans l'infiniment beaucoup plus grand. À chaque horizon, son élite. Vous avez des traders purs, après vous avez des gérants de fonds très brillants, des hedge funds, voilà. Après c'est nébuleux, hein. Alors je ne dis pas que c'est la vérité de chez vérité, mais c'est une explication moi, que j'ai pu constater. Ce concept de grand nombre comme ça, c'est vraiment des dingues. Une autre question? Ah, monsieur. En fait, il y a des gens qui sont smart dans le sens où ils ont... Ah, de la question. C'est, en fait, ils me posent une question sur les smart investisseurs. Qui sont-ils vraiment, finalement, grosso modo, pour... Il y a du délit d'initié, parce que je pense que des fois, il y a des fuites de statistiques. Avant même qu'elles soient publiées, on sent le marché qui va aller dans le sens et la statistique confirme. Donc, il y a sur certaines statistiques, on sent qu'il y a des gens qui sont au courant un peu avant tout le monde. Ça aussi, ça peut être intéressant à conceptualiser. Et puis, il y a des gens qui sont tout à fait honnêtes, mais qui ont un sens aigu du comportement à venir du marché. Alors, en fonction de paramètres X ou Y. Mais c'est très difficile de dire, lui, il est smart... C'est diffus, c'est dans le monde, c'est sporadiquement, mais très récurrent finalement. Et donc il ne faut pas trop chercher à comprendre qui ils sont, comment ils travaillent. Il faut essayer finalement de sucer la roue, comme en vélo. Vous êtes plus à l'abri en plein milieu du peloton que devant à prendre le vent. Et quand vous voulez rouler dans le vent, il faut être sacrément fort. Donc moi je ne suis pas fort, donc je préfère être dans le peloton et sucer la roue. Autre question? Oui? Pour le moment, il n'est pas disponible. C'est-à-dire qu'il peut évoluer encore. Alors, l'indicateur d'élasticité est intéressant. Alors, si vous voulez avoir déjà il y a un seul outil qui permet de mesurer un peu cette élasticité sur le marché, c'est le système DNI+, DNI-. Le système ADX, ADXR, DNI+, DNI-. Je ne le connais pas beaucoup, mais il permet d'avoir une approche sur cette notion de tension, haussière ou baissière. Ça peut être une base de travail pour essayer de conceptualiser un peu ou faire du travail statistiquement rigoureux sur la contre-tendance. Je ne sais pas si je le donnerai un jour, parce que je sais que je vais mettre entre les mains quelque chose de très dangereux. Après, voilà, c'est un problème philosophique là pour le coup. Je sais que moi je vis comme un poisson dans l'eau avec, ça va faire partie de ma panoplie de trading, mais je ne sais pas si je dois vraiment l'apprendre parce qu'il y a facilité à péter des plombs dessus, à mal le négocier et à perdre beaucoup d'argent. Je n'en sais rien aujourd'hui. Mais c'est pour vous donner finalement des pistes sur une façon de créer votre propre méthodologie. Dernière question? Monsieur au fond? Ah oui, bien sûr. Ah ouais, bien sûr. Oui. Ah, non, dans les deux sens, bien sûr. Mais en fait, souvent, on a des baisses qui sont plus saignantes, plus tranchantes. Et donc, on a une élasticité beaucoup plus forte, souvent, dans les phases de baisse, statistiquement, même si des fois, on monte très fortement. Donc, écoutez, je vous remercie d'avoir assisté à ma conférence. Je vous remercie FXM de m'avoir invité. Peut-être une prochaine fois pour parler algorithme de trading. Vous pouvez me retrouver sur notre stand avec Gilles pour prolonger la discussion, pour répondre à des questions que je n'aurai pas eu l'occasion d'aborder ici. Merci encore à tous et bon courage. Bravo Stéphane. Merci beaucoup. Alors on va enchaîner avec la partie prévision de moyen terme. De toute façon, vous pourrez voir Stéphane à la pause, donc à 15h30 dans
je vais m'en occuper. Alors, je vais donc inviter Adriane et Karen Pelloual à me rejoindre sur scène. On va pouvoir donc passer aux prévisions de moyen terme. Alors on enchaîne donc avec cette partie de l'après-midi sur les prévisions de moyen terme. Donc avant toute chose, je souhaitais saluer toutes les personnes qui sont arrivées cet après-midi. Donc merci à tous d'être présents encore une fois pour cette 3e édition de la conférence de l'IFX en partenariat avec BFM. Il y a cette partie-là que je fais avec Karen et Adrienne, où on vous donnera notre vision sur les principaux actifs, puis sur des paires un peu plus particulières. Par la suite, après la pause, vous retrouverez Pascal Talarida pour du coaching, trading en tendance, puis Franck Morel sur les indices boursiers internationaux et le CAC 40 ainsi que le concours de trading zone bourse. Je rappelle pour toutes les personnes donc, qui rendront leur questionnaire à l'entrée que un mois vous sera offert, que vous soyez client ou pas, ne serait-ce que pour pouvoir vous former et appréhender ce que l'on a vu ici. Enfin, ne prenez pas de notes puisque tout sera filmé, sera posté d'ici mardi ou mercredi sur le forum. Et pour tous les débutants qui souhaiteraient aller plus loin, donc mercredi prochain, webinaire d'analyse, jeudi prochain, 2 webinaires sur les plateformes et le 22 avril, c'est Adriane qui complétera sa partie de tout à l'heure sur les indicateurs FX Code Base. Alors, sur le site, le forum des FX, pendant les lives et autres, nous vous parlons d'actifs, nous vous parlons de l'or, de l'eurodoll, on parle de tout, des matières premières, des indices, du forex. Le principe, c'est qu'au quotidien, on vous parle en intraday. Quand Karen fait, par exemple, du scalping, quand Adrienne fait le morning le matin, quand je fais une session de trading l'après-midi. C'est de l'intraday. On va parler de la tendance journalière sur les 5 ou 6 dernières séances, mais pas forcément des dernières séances, voire semaines ou mois à venir. Donc quand on fait ces conférences trimestrielles, on en profite pour vous donner des visions un peu plus long terme, que vous gardiez un petit peu en tête ce qu'on en pense, et ensuite, quand vous tradez au quotidien ces actifs, vous vous rappelez donc quelles sont les connotations en fait qui vont avec le CAC. Par exemple, moi c'est CAC égale baisse, voilà. Autant que indice américain égale force, or égale danger, voilà, des choses comme ça. Vous allez retrouver certains actifs dont on a parlé qui sont dans les prévisions trimestrielles qu'on a envoyées il n'y a pas longtemps et qui vous seront repostés également, et puis Karen, voilà, et là, en soutien de l'équipe d'analyse des IFX, donc vous partagera avec nous cette vision d'Ishimoku. Donc on va faire Eurodoll, CAC, DAX, USD, Yen, Or, puis les scénarios spéculatifs de moyen terme. On va commencer par la paire euro-dollar. Donc ce matin on a parlé euro-dollar, on a parlé fondamentaux, on a parlé de la croissance morne, du quantitative easing qui n'est pas très actif, qui pourrait se faire beaucoup plus, qui pourrait faire baisser l'euro, de baisse de taux éventuelle, de chocs type, alors ça peut être choc faible du type Chypre, Grèce, Slovénie, ou bien choc systémique, Espagne, Italie et autres, mais on n'y est pas encore. Le fait est, c'est que quand on regarde un euro-dollar à moyen-long terme, on est dans une tendance de fond baissière. Et à moyen terme, donc on va regarder ce que cela donne. Les fondamentaux sont négatifs et les risques systémiques, pour moi, sont permanents. Après, ça c'est un avis qui est un petit peu plus propre à moi. Quand je regarde l'euro-dollar en données mensuelles, en fait, c'est un canal baissier de très long terme, mais quand je le regarde sur les 6 derniers mois, j'ai plus l'impression d'une stabilisation à plat. Donc on a une sorte de range, et vous voyez, j'ai fait donc une zone basse, une zone haute en vert et en rose. En gros, quand on passe sous les 1,25, c'est que c'est vraiment un marché de peur, de crise, avec des risques à terme, si on y reste trop longtemps, d'aller casser les 1,18 qui sont un support depuis 10 ans et d'aller se faire peur vers 1,15. En attendant, tant que ces 1,20 là tiennent à long terme, c'est que ça va. À moyen terme, sous 25, c'est qu'on a peur. Au-dessus de 25, c'est tout simplement qu'on est stable. Toute percée des cours sur l'eurodoll au-dessus d'1,35, pour moi, c'est une opportunité de vente. C'est une paire vendeuse
à risque, baissière. Et donc, on a eu une phase de baisse assez intéressante ces derniers temps de 1000 points entre 1,37 et 1,2750. Comme je vous ai dit ce matin, on a noté un double bottom sur les 1,2750. On vient de remonter vers 1,31. Alors tout à l'heure, quand je faisais le webinaire, Karen, on voyait un peu l'euro qui était en consolidation, mais après, ça reste une consolidation légitime après 5 jours de hausse. Et à vous dire vrai, je n'espère qu'une chose, c'est qu'on aille le plus haut possible, parce que plus l'euro monte, plus il donne des points d'entrée attractifs, et donc un potentiel baissier important. Donc, dans les séances à venir, on sera très rapidement fixé, on ne va pas en revenir à l'intraday. L'intraday, pour l'instant, c'est que l'eurodoll tient. Tous ceux qui regardent leur station de trading en intraday, là, on a tenu les 1,3040, 1,3050, c'est un range. La tendance depuis 5 jours, elle est haussière. Donc, en fait, j'espère, en tant que vendeur, que dans les séances à venir, on va réussir à retourner vers ma zone rose. Donc, c'est soit un peu avant 1,33, soit un petit excès au-dessus 1,35. Et effectivement, Karen, on garde en tête l'idée d'une ETE. Donc, une ETE, c'est une épaule-tête-épaule. Donc, c'est une figure, en fait, où on est passé de 1,20, on est monté, on est descendu à 1,26. Là, on voit bien donc un petit arrondi, c'est la première épaule. On est monté tout en haut, on est redescendu sur le support, c'est la tête. Et une épaule-tête-épaule, c'est une figure chartiste où la deuxième épaule est plus ou moins équivalente à la première. Attention, car souvent on a tendance à anticiper ce genre d'épaule-tête-épaule. Cette figure, théoriquement, on rentre quand la figure est validée, et donc à la cassure de la ligne de coup sur la cassure des 1,26. Donc c'est là où, en tant que trader de moyen terme, on escompte 32, 33, 34 le plus haut possible pour jouer d'une part le fait qu'on est dans un range de moyen terme et que plus on s'approche d'un 35, un 37, plus c'est cher, plus c'est à risque baissier, dans le sens de la dynamique de long terme. Et puis il y a aussi cette épaule, tête-épaule qu'on garde en tête. Donc, semaine prochaine, je n'espère qu'une chose, c'est qu'on aille le plus haut possible pour pouvoir vendre la zone haute de ce range-là. Voilà. Toi, Karen, qu'en penses-tu? Tu as ton graphique ici, si tu veux. Sur l'autre, oui, ça marche. Donc sur l'autre, l'objectif, si on valide bien une épaule, tête-épaule, l'objectif, on reporte le plus haut jusqu'à la ligne de coup, on le reporte en dessous. Donc on devrait descendre en dessous des 1 bas, qui était le point bas pour le moment. Si l'épaule, tête-épaule est validée. Si elle se valide, ça fait 1100 points de baisse, ça nous donne du 1,16, 1,17, donc un tantinet plus bas qu'il y a 2 ans. Ouais. D'accord. Et que nous dit Ishimoku? Alors Ishimoku, c'est des mensuels. Donc en mensuel, ce qui se passe, qui moi pour le moment me validait un peu sur l'idée de baisse à l'origine, c'est qu'on n'était pas monté, la Kijun a été cassée, donc ça donnait un signal d'achat sur donc, le mois de janvier, et on a retracé dans le sens derrière. Donc le signal acheteur a été invalidé. Donc pour le moment, on est vendeur, point de vue Ishimoku, d'accord. On est vendeur parce qu'on est en dessous du nuage, on est en dessous de la Kijun, et la lagging span qui est à gauche, à droite, est en train de casser la Tenkan. Si elle maintient, si à la fin du mois d'avril, si à la fin du mois d'avril, la Tenkan clôture au-dessus de la Tenkan, ça veut dire qu'effectivement la bougie englobante à la hausse qu'on est en train de faire sera validée. Si par contre, d'ici la fin du mois, cette bougie bleue rétrocède sur le niveau des 1,30, 1,3050, quelque chose comme ça, à ce moment-là, ça veut dire que la Tenkan ne va pas casser la Tenkan. Or, la ligne, pardon, ne va pas casser la Tenkan. Il faut savoir que la Tenkan, c'est une droite qui est faible. Donc, si elle n'est pas cassée, c'est très négatif pour l'euro-dollar. Donc, après, là, on voit qu'actuellement, on est sur niveau, si on rajoute un Fibonacci, ce qu'on peut utiliser avec l'Ishimoku, on voit d'ailleurs que le Fibonacci, en général, les 50% de retracement tombent avec la Kijun. Donc on n'est pas obligé de le placer parce que visuellement on sait que la Kijun ce sera 50% du retracement précédent. Là on s'aperçoit qu'on est sur les 38,2%. Donc c'est pareil, c'est pas un signal forcément acheteur. Donc en mensuel, je suis plutôt pessimiste, sachant qu'on peut effectivement monter jusque, j'aurais dû mettre le niveau, ça doit être un 32 à peu près, sur le bas du nuage. Donc il y a une possibilité d'ici la fin du mois de monter sur le bas du nuage. Donc il faudra surveiller, on est aujourd'hui 12, oui, donc il y a encore quand même pas mal de jours. On peut très bien monter, chercher le haut du nuage, faire une mèche retracée et la lagging span rétrocédant sous la Tenkan. D'accord. Donc je ne suis pas... là, la situation paraît haussière, mais ça demande une vérification de la fin du mois. Et donc ça c'est le weekly. Alors le weekly, j'avais émis 2 hypothèses. Donc on a eu un fort mouvement baissier. Ensuite on a fait une correction
Alors, les deux hypothèses, soit la correction qui a été faite, donc ce qui est entre mon point A et mon point B, c'est une correction en ABC, hein, donc A, B, C, soit cette correction-là, et à ce moment-là, on est en train de partir, donc c'est pas ce qui est affiché, hein, on est en train de partir sur une nouvelle baisse en 1, 2, 3, 4, 5, dont on aurait fait 1, le 2 est en train de se faire, donc là pour le moment il est un peu litigieux, le 2 à la fin de cette semaine, et on va repartir sur une vague 3, 4, 5, donc là on va descendre très bas, ce qui nous validerait l'idée de tête-épaule dont on a parlé tout à l'heure. Ça c'est une hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est celle que j'ai mise à l'écran, que je préférerais personnellement. Donc on a eu un fort mouvement baissier et on est en train de faire la correction en ABC. Donc on a un mouvement qui fait AB, le BC, et on irait faire le troisième mouvement. Donc là j'ai utilisé un autre outil pour compléter qui s'appelle le Harmonic Trading, et donc j'ai pris la droite AB qui prend le point bas et le point haut sur le mouvement d'avant, et je vais reporter tout simplement au point C, le dernier point bas. Et donc ça nous donne un point B, un point D, pardon, qui est autour de 1,44, qui correspond quasiment à un retracement de Fibonacci de 78,6. Donc ça a une certaine logique, maintenant, on ne peut pas dire. Et là, sur l'hebdomadaire actuel, il y a des signaux négatifs, comme le croisement de la Tenkan avec la Kijun à la baisse, et non pas à la hausse. Là aujourd'hui, la bougie bleue, avec la journée d'aujourd'hui, est en train de baisser. Ce qui veut dire que la bougie n'est pas allée chercher la Kijun pour le moment. Donc on peut espérer que ça va aller chercher la Kijun, c'est-à-dire la droite bleue, et du coup sortir un peu du nuage la semaine prochaine. Si on casse la Kijun, on passe clairement haussier, donc on sera sorti du nuage, donc les prix passeront en tendance haussière. Donc on pourra dire là on peut acheter. Si jamais les deux lundi, mardi par exemple, on va chercher, on fera attention. On n'achètera pas tant qu'on ne sera pas vraiment sorti du nuage. Pourquoi? Parce qu'il y a de fortes chances qu'on fasse une mèche, comme j'ai un signal baissier, qu'on fasse une mèche sur la Kijun et qu'on rétrocède à l'intérieur du nuage. Et dans ce cas-là, l'objectif, ça sera le bas du nuage. Donc la tendance haussière pour le moment, non, et la tendance baissière en attente. D'accord, donc paire à risque avec voilà, potentiel rebond qui a duré ces 5 dernières séances, qui devra perdurer la semaine prochaine et la suivante pour que les configurations long terme, le mensuel et le moyen terme nous donnent des signaux d'un possible rattrapage en direction des plus hauts récents à 1,37. Donc situation risquée, sous résistance, l'euro-dollar aura tout à prouver donc, dans les séances à venir. Alors concernant le CAC et le DAX, donc c'est les deux indices européens les plus tradés. Donc il faut partir du principe qu'on a des indices américains qui sont haussiers, qui sont en hausse et qui sont survitaminés au quantitative easing. On a du CAC et du DAX. Le DAX c'est un peu le plus fort, c'est un peu la copie du Dow Jones version européenne, non loin de ses plus hauts historiques comme l'était le SP il y a quelques séances, donc le SP 500 qui a fait des nouveaux records historiques cette semaine. Donc ce qui différencie CAC et DAX, et c'est pour ça que je vais vous laisser le DAX à tous les deux, c'est que le CAC sous-performe grandement son cousin donc, allemand. Donc si j'avais une étude à faire concernant ici les fondamentaux et l'ambiance actuelle, c'est que on est dans un run haussier, on est dans une euphorie acheteuse, on est dans un marché complaisant, on l'a vu avec le VIX en début de conférence, donc le VIX est très bas, il y a une complaisance, un marché sans volatilité qui grimpe petit à petit, c'est limite de l'euphorie haussière. Est-ce un excès de confiance? Ça nous le verrons. Encore une fois, je crois d'une part que les Américains ont la nécessité de vouloir corriger. Est-ce que ce sera une correction simplement technique ou un élément exogène? Je ne souhaite pas un élément exogène évidemment. H1N1, Corée du Sud, un second Chypre avec la Slovénie, le retour de la Grèce, le budget américain à risque. Tels sont les différents points négatifs qui pourraient survenir. Donc me concernant, je préfère trader de l'euro, du pétrole ou autres actifs. Si je vais sur le CAC, c'est pour faire de la vente uniquement. J'étais vendeur dans une tendance qui était baissière ces 15-20 derniers jours sur le CAC. Le CAC est redevenu neutre hier ou avant-hier. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit je me retire tout simplement jusqu'à ce qu'on revienne vers des résistances de moyen terme intéressantes. Donc ma stratégie sur le CAC, c'est de vendre les rebonds. Vous pouvez même être acheteur de Dow Jones et vendeur de CAC parce que c'est un moyen de se couvrir. Si Dow Jones monte, le CAC montera moins vite, et si ça baisse, le CAC baissera très vite, et donc vous gagnerez plus d'argent avec la vente CAC. Enfin bref, c'est la façon dont agissent actuellement les investisseurs sur les marchés. Ils privilégient les US et laissent le CAC un peu de côté.
Donc pour moi, les 4000 points, c'est une utopie. Alors j'ai dit utopie, donc on va monter à 4001 points, tout le monde me dira, bon bah ça y est, on les a, les 4000. Ce jour-là, plutôt que de se dire, ok, on est à 4000, il avait tort, on peut aller à 4002, retenez bien ce chiffre. Si on monte à 4000 points, pour moi, c'est un excès haussier et une magnifique opportunité de vente à moyen terme. Le consensus Reuters est sorti il y a 3 semaines, quand on était au plus haut, à 3850 points. Et bien évidemment, les 50, alors j'ai mis analystes, mais en fait c'est des gérants de portefeuille qui sont interrogés, et bien évidemment les gérants ne pouvant être en France qu'à l'achat, eh bien ils ont forcément des objectifs haussiers, et donc le jour où le rapport est sorti, on a fait le point haut et on a perdu 10% dans la foulée pratiquement. Donc attention à ça. Donc graphiquement ça donne quoi? Eh bien le CAC, ça fait partie des indices long terme qui sont baissiers. Avec des moyennes mobiles de long terme qui sont baissières. Il est depuis quelques mois dans un canal ascendant, et là, donc, Adrien a mis une belle moyenne mobile, c'est une SMA 220, donc après ça pourrait être n'importe quelle moyenne mobile, il a essayé de chercher celle qui viendrait être la plus pertinente, donc je vous rappelle que pour trouver une moyenne mobile pertinente, on fait quelques tests et on voit laquelle épouse le mieux les cours, et donc vous voyez bien qu'en fait, depuis 3 ans, on est bloqué dans cette zone-là. Donc moi, si je devais avoir une stratégie, ce serait de dire venez donc là-haut. On va voir ce que les acheteurs auront dans le ventre. Parce que, bien évidemment que ça réagit à 3600, 650. C'est le support de moyen terme qu'on a acquis il y a peu. Mais c'est là-haut que moi je suis vendeur, c'est pas au cours actuel. Donc, si je devais avoir un scénario pour le trimestre à venir, ce serait d'espérer qu'on montera le plus rapidement possible d'ici le mois de mai-juin en direction des 3009-4000, et là, ce sera vente exclusive. Voilà, en tous les cas, mon avis à moyen terme. Après, Adrien... J'ai plus ou moins le même avis, sachant que pour le deuxième trimestre, en fait, j'avais donné 2 objectifs, 3600 points. Bon, on est venu pas très loin de là déjà ce mois, et 3350. Alors pourquoi les 3350? Eh bien, c'était le même niveau en novembre dernier. Pour ceux qui étaient à la conférence, notre conférence en novembre dernier, j'ai dit direction 3100 points. Il se peut que par hasard, le soir même, je rentre chez moi, je regarde les graphiques et on a terminé sur le support à 3350. Je me suis dit, ok, là, on a terminé sur le support, on va voir ce qui se passe la semaine prochaine. Et puis, lundi, je crois que c'était le 19 novembre, on a gapé à la hausse 1%, sans raison. Et je dis clairement le matin même, je faisais en fait mon point de marché du matin, j'ai dit clairement, achat, on achète, c'est fini, on va monter. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Maintenant, est-ce que c'est par hasard que je vais dire encore une fois que le CAC pourrait corriger à la baisse? Pas vraiment, c'est juste en fait j'ai l'impression que au moins on va rester dans un range pour les 3, 4, 5 mois à venir, entre 3600 et 3900, 4000. 4000, ça c'est vraiment le jour où, comme Nicolas le dit, ça pourrait être un point haut, juste en mode euphorie, avant de redescendre vers les 3600 points. Donc pour moi, honnêtement, si vous voulez acheter un indice, c'est pas en France, c'est pas le CAC, je suis désolé, mais c'est vraiment un indice que moi personnellement je réserve pour des stratégies de vente. Je pourrais acheter le DAX assez facilement, sachant que cet indice-là, vous voyez déjà en fait l'écart de performance entre les deux indices, excuse-moi. Donc le DAX ici, en mars, on est venu à moins de 100 points des plus hauts historiques sur le DAX, les plus hauts de 2000 et les plus hauts de 2007, 8150 points. Et là, donc, pareil, c'est la même configuration sur le CAC, sachant que le DAX, il n'est pas très loin de ses plus hauts historiques. J'ai envie de dire que si on reste sous les 8150 points, on va rencontrer quelques difficultés. Rien n'empêche que les plus hauts historiques cèdent, comme sur le Dow Jones ou le SP500, mais encore une fois, il faudra déjà que l'on le fasse. Donc, encore une fois, si les 8150 points, ça c'est le plus haut sur le DAX, ça correspond à peu près aux 3900 points sur le CAC. C'est pour cette raison que pour le deuxième trimestre, que je privilégie toujours, mais je suis toujours méfiant,
des ventes sur le CAC vers les 3900 points pour viser les 3600 points et 3350 en extension si tout va bien. Et pour le DAX, en fait, ça correspondrait à peu près à une vente, bien évidemment, sur les plus hauts historiques pour viser les 7550 points. On n'est pas venu tester la résistance, mais on est effectivement venu, déjà les 3 dernières semaines, venu sur les 7550 points, soit les plus hauts de 2011, et puis on va voir si jamais l'on devait casser cette zone-là, ce qui n'est pas forcément, je pense, pour le deuxième trimestre, quoique je peux avoir tort. Là, si jamais on cassait ce niveau-là, on pourrait parler d'un retour vers les 7000 points. Donc le DAX, c'est plutôt un indice à réserver pour les achats, mais sachez juste que les 8150 points, c'est là où ça va se passer dans les mois à venir. Donc la situation mensuelle, pour le moment, on est en train de faire un top. Donc je rejoins un peu ce que dit Adrien, c'est que passer au-dessus de 8150, pardon, je n'y crois pas trop. Alors le point haut là était 8103. Alors ce qui se passe, c'est que j'ai matérialisé la trendline. Donc quand on utilise du Shimoku, c'est toujours important de mettre cette trendline, que ce soit sur du très long ou sur du très court. Et là, en l'occurrence, l'information qui nous est donnée là, c'est qu'elle croise exactement la Tenkan. Donc l'idée, c'est que le DAX redescende au moins à ce niveau-là, c'est-à-dire à peu près 7300. Et de l'autre côté, cette trendline, enfin plutôt la lagging span, va aussi agir avec cette trendline. Donc là, en l'occurrence, si on redescend quasiment sur la Tenkan, ça veut dire que la lagging span de l'autre côté va aussi aller buter, voire traverser cette trendline. Donc ce sera à surveiller. On remarque quand même justement que sous la lagging span, on a un mur de prix, donc il sera dur à traverser. Ce qui laisse l'hypothèse que la Tenkan pourrait résister. Dans le cas où ça ne résiste pas, parce que le mouvement est fort, hein, tout ne résiste pas, le mouvement est fort, à ce moment-là, on irait chercher d'abord les 6500 qui représentent la Kijun, puis un support qui est extrêmement fort, qui est juste un petit peu en dessous des 6000. Ah oui, d'accord. Donc là, c'est le weekly. Donc le weekly, on a cassé une trendline courte, ça c'est la trendline de long terme. Donc l'objectif final est cette trendline-là. Elle est intéressante, pourquoi? Parce qu'elle barre les nuages à ce niveau-là. Donc si on allait chercher ce niveau, donc c'est du weekly, donc dans les semaines à venir, on ne traverserait pas tout de suite les nuages. Donc on pourrait s'attendre à un rebond avant de casser le nuage. Là, pour la tendance immédiate, l'idée c'est qu'on a fait un pullback sur la trendline intermédiaire. Il faut aller chercher cette Kijun. Donc pour moi, dans les tuyaux assez proches, on a 7500. Voire après, effectivement, descendre vers les 7200. Et si là, ça ne tient pas, on retourne sur le mensuel, et là, on voit qu'on peut descendre beaucoup plus bas. Le RSI est neutre. Si on veut compléter, par exemple, avec le RSI, là, pour le moment, ça nous dit bien qu'on est neutre. Donc pour moi, je ne suis pas acheteuse, je ne suis pas vendeuse, tant qu'on est au-dessous de cette trendline intermédiaire et au-dessus de la Kijun. C'est simplement la traversée de l'un ou l'autre qui va me dire si je passe à l'achat ou à la vente. Je suis confirmée par le RSI qui n'est ni acheteur ni vendeur. Après, il y en a encore un. Ça, c'est pour vous deux, ça. C'est l'USD Yen. Dans l'USD Yen, donc c'est plutôt. Alors l'USD Yen, qu'est-ce qu'il faut dire? C'est une fusée. Ça monte, c'est haut, un jour ça va descendre, un jour quand ça descend, c'est pour acheter, tout simplement. En fait, je pense que je dis la même chose depuis 2 mois. On est très haut, j'ai du mal à acheter, et pourtant, ça monte. Donc la semaine dernière, BEJ, assouplissement, on ne se met pas en face. On a parlé tout à l'heure en début de conférence du RSI en zone surachat. Là, le RSI hebdomadaire est en zone de surachat depuis, je crois, le mois de décembre déjà. Il a atteint des niveaux, juste le RSI, des niveaux extrêmes en janvier, février. Et pourtant, ça n'empêche pas la force du marché. Vous voyez que sur les graphiques de long terme, donc ça c'est un graphique mensuel, attention, la tendance, bon déjà on assiste, on va dire, sur le long terme à un retracement, mais bon, vu le mouvement en cours depuis plusieurs mois, on ne va pas forcément dire qu'à 100 yens,
ça va se retourner pour mieux acheter.